Alors, Martin Boudot, vous êtes journaliste et réalisateur de documentaires. Vous avez réalisé une série Vert de rage, qui est une série d'investigations scientifiques sur des scandales environnementaux. Et vous avez adapté l'une de vos enquêtes en BD, dont on va parler aujourd'hui. C'est la BD Les Enfants du plomb. D'abord, première question, pourquoi être passé de la télévision à la BD et pourquoi, parmi toutes vos enquêtes, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'adapter celle-là en particulier en BD? On a voulu adapter cette enquête Les Enfants du plomb en bande dessinée pour plusieurs raisons. La première, c'est que les documentaires ne visent pas du tout le même public que les bandes dessinées. J'ai une moyenne d'âge sur Vert de rage qui va être autour de 50 ans. Les lecteurs de bande dessinée sont plus jeunes. Moi, ça m'intéresse beaucoup de sortir un peu de la bulle des gens qui s'intéressent aux documentaires et à l'environnement et de parler plus largement de ces questions économiques, environnementales, sanitaires. Et la bande dessinée me paraissait être un bon moyen de parler à d'autres personnes et à d'autres publics. Pourquoi celle-ci en particulier? Parce que on s'est tout de suite posé la question d'une enquête qui nous avait beaucoup marqué et pour laquelle on n'avait pas pu tout mettre dans le documentaire. Et celle-ci est arrivée tout de suite en premier, notamment pour des questions humaines qui sont aussi très importantes d'un point de vue de narration pour une bande dessinée. Il y a eu des rencontres assez extraordinaires qu'on n'a pas pu du tout exploiter dans le cadre du documentaire. Et ça répond aussi à votre première question, c'est-à-dire qu'on voulait faire une BD pour raconter bien plus que ce qu'on avait pu raconter dans le documentaire. Vous êtes limité en gros à 10% de ce que vous trouvez ou ce que vous voyez, vous le mettez dans le documentaire, et il y a 90% que vous jetez. Ça ne veut pas dire que c'est 90% qui sont médiocres, mais par exemple, ça ne s'y prête pas forcément en documentaire. Donc on voulait vraiment pouvoir raconter plus largement cette histoire-là. D'accord, donc il y a plus dans la BD que dans Beaucoup le plus. reportage. Je pense que dans D'accord. la BD, il y a la moitié qu'on peut retrouver plus ou moins dans le documentaire d'une façon souvent un peu différente, et il y a vraiment une autre moitié qui n'est pas du tout dans le documentaire. D'accord. Et alors justement, dans cette BD, on découvre le parcours semé d'embûches d'un journaliste d'investigation. Vous diriez que c'est un métier à risque? On ne meurt pas d'être journaliste en France. On a souvent des procès, des empêchements, comme vous l'avez noté, des embûches. C'est plutôt des pressions économiques que nous allons avoir, mais le journalisme d'investigation est, comme d'autres formes de journalisme, peut être évidemment à risque, mais je me sens pas plus enfin, je me sentirais mal de dire que je suis un journaliste qui réalise un travail à risque quand je vois les conditions de travail de mes confrères mexicains, gazaouis, etc. Donc oui, c'est forcément un type de journalisme qui n'est pas anodin, où on va être confronté à des pressions, on va être confronté à des empêchements, voilà, clairement à des embûches, mais ça reste quelque chose qu'on arrive encore à gérer. Donc il n'y a pas de rendez-vous dans les parkings à minuit. Il n'y a pas de gens qui viennent vous mettre des menaces dans votre boîte aux lettres. C'est toujours beaucoup plus subtil que ça. Ça m'est arrivé par ailleurs d'être menacé, mais c'est pas forcément sur ces enquêtes-là. Sur ce genre d'enquête, c'est plutôt des pressions économiques, juridiques, qui sont vraiment embêtantes. D'accord. Et alors, avec cette BD, vous dénoncez le scandale environnemental de la pollution au plomb dans les Hauts-de-France par l'entreprise Métal Europe. Quel est votre objectif premier? Qu'est-ce que vous cherchez à montrer? Est-ce que c'est éveiller les consciences et mobiliser l'opinion publique? Est-ce que c'est dénoncer l'inaction d'un État impuissant? Ou est-ce que c'est traquer les criminels environnementaux qui sont ici incarnés par les patrons voyous, pour reprendre les thèmes de la BD? Euh, j'ai toujours considéré le travail qu'on réalisait, parce que c'est une équipe, hein, Vert de rage, j'en suis la tête de gondole, mais je suis vraiment loin d'être seul, même si j'ai commencé tout seul avec Vert de rage, et puis on s'est peu à peu professionnalisé, on est devenu de plus en plus nombreux, comme un travail d'impact. Changer les mentalités, mobiliser l'opinion publique, c'est une belle idée. Dans les faits, c'est beaucoup plus complexe. Si simplement, avec le travail de données scientifiques qu'on réalise, on peut changer la vie, ou en tout cas avoir un impact sur les populations qui souffrent d'une pollution environnementale et sanitaire, déjà, ce sera quelque chose. Il se trouve que là, ça a été le cas. Grâce à nos données,
les personnes qui ont porté plainte au civil ont gagné. 81 familles qui ont remporté en appel. Elles avaient perdu en première instance. On est arrivé, on a fait des nouvelles données, on a mis une pression médiatique, elles ont gagné en appel. D'accord, ça c'est un élément nouveau. C'est un élément qui n'est pas dans la Oui, BD, qui n'est pas dans parce la que BD. c'est arrivé D'accord. quelques mois après la BD. D'accord. Mais oui, c'est un happy ending. Vous voyez, là, ça se finit un peu de manière un peu sombre, mais ils ont gagné en appel. Donc ça, c'est une formidable nouvelle et c'est un impact. C'est sûr que de pouvoir raconter aussi qui est responsable de cette situation, pour revenir à votre question, donc l'État ou les entreprises, c'est quelque chose qui est inhérent à notre travail d'investigation. On va chercher des responsabilités. Là, il se trouve que c'est l'État qui a été condamné devant le tribunal administratif à une somme colossale, plus d'1 million d'euros, pour rembourser les familles qui ont acheté des maisons et qui habitent dans ces zones-là. En revanche, ce qu'on raconte pour le coup totalement dans la BD et qui est toujours le cas, qui n'a pas changé, c'est que le groupe Glencore, qui détenait à la fin Metal Europe, lui n'a jamais été inquiété ni d'un point de vue légal, ni d'un point de vue financier. Et ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que vous avez un groupe multimilliardaire Glencore, c'est l'entreprise qui détient le plus les sous-sols du monde, le plus de minerais. Et pour autant, elle arrive à partir d'une situation comme celle-ci, en sachant pertinemment quel est son impact environnemental et sanitaire, sans avoir un centime à rembourser, ni à mettre en avant pour la réparation. Ça, je trouve ça assez extraordinaire. Ils ne sont pas à l'autre bout du monde, hein, ils sont en Suisse. Oui. Donc voilà. Alors, mais justement, comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez qu'au final, l'entreprise ne soit pas sanctionnée et que ce soit l'État qui soit sanctionné? C'est vous la prof d'éco qui allez me répondre. Mais il y a eu une organisation, et ce n'est pas moi qui le dis, il y a eu une organisation administrative, juridique de Glencore pour faire en sorte de ne pas être tenu comme responsable. Donc ça a été un travail d'organisation, de structure de l'entreprise qui a été fait à dessein pour ne pas être reconnu comme responsable dans à la fois la fermeture et les conséquences de cette fermeture. Mais c'est malheureusement un parfait exemple de l'impunité des multinationales. Quand les multinationales, elles travaillent avec des sous-traitants, dont le Rana Plaza, vous vous souvenez de cette histoire, ces milliers de morts en lien avec l'industrie du textile. On a créé une loi qui est super bien, qui est pour le coup l'une des plus avant-gardistes au monde, qui est le devoir de vigilance. Donc les multinationales, elles ont le devoir de regarder comment travaillent leurs sous-traitants, parce qu'avant, elles disaient, bah non, c'est pas nous, c'est les sous-traitants. C'est assez pratique et assez simple. Là, c'est pas à l'autre bout du monde. C'est chez nous et c'est une entreprise suisse, enfin une multinationale suisse. Donc c'est vrai que ça interroge. Oui, tout à fait. Alors justement, finalement, on peut entendre aussi quelque part peut-être un déficit de réglementation de la part de l'État, qui est certes peut-être souverain sur sa nation, mais qui n'arrive plus à contrôler des firmes que vous dites multinationales, mais les économistes parleraient de firmes devenues apatrides. Oui, c'est l'une des pistes. Après, vous savez, on a un petit réflexe en France, un grand réflexe, c'est de dire qu'il faut légiférer, il faut créer. Très souvent, il existe déjà des réglementations en place. Simplement, elles ne sont pas appliquées. L'un des soucis principaux que nous, on voit dans toutes les enquêtes environnementales qu'on a pu mener avec Vert d'Orage, on a fait 14 numéros quand même, pas en BD, hein, mais en documentaire, peut-être qu'en BD, on en fera d'autres, c'est à quel point les contrôles sont inexistants, voire ou très limités. Et c'est vrai que comment on est arrivé à une situation comme celle de Glencore avec une pollution aussi importante? C'est qu'il n'y avait pas suffisamment de contrôle sur les émissions de plomb. Donc on peut venir toujours à voir les conséquences, mais les causes de ces pollutions, elles méritent d'être largement plus investiguées, et notamment par des contrôles de la DREAL, Direction régionale de l'environnement, de l'ARS, Agence régionale de santé, de différentes préfectures, etc. Et on voit bien que du côté de ces services-là, bah, c'est un peu, voilà, c'est un peu des périodes de vaches maigres, donc ils n'ont pas autant d'inspecteurs qu'il faudrait, et en réalité, on fait confiance à l'industriel. Parfois, on a raison, très souvent, j'ai envie de vous dire qu'on a raison, parce qu'il ne faut pas non plus jeter la pierre sur ces industriels qui bossent bien, mais il existe des fois où clairement, on devrait regarder de plus près les émissions et les pollutions. D'accord, donc l'État doit mieux contrôler les entreprises.
Le devoir de vigilance, pour vous répondre, sur la réglementation internationale, c'était super bien, ça reste super bien. Je sais que c'est attaqué aujourd'hui et que certains lobbies voudraient s'en débarrasser. C'était extraordinaire de pouvoir se dire, dorénavant, vous, multinationales, qui vendez en France des produits ou qui êtes implantés en France, vous avez le devoir de vigilance de vous assurer que votre sous-traitant, au moins, ne bosse pas avec des enfants ou ne tue pas des gens. Voilà, en gros, hein, c'est ça. Respecte les droits humains, quoi. Ça, c'était hyper intéressant et c'est ce genre de réglementations qui sont très très fortes. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des entreprises françaises qui ne respectent pas leur devoir de vigilance, qui ne font pas les dossiers, les rapports de devoir les rapports de vigilance, et pour autant, elles ne sont pas vraiment condamnées, elles ne sont pas vraiment sanctionnées. Donc c'est un peu comme à l'époque quand vous ne déclariez pas une obligation légale qui était, vous savez, de déclarer votre chiffre d'affaires et votre bénéfice. Vous aviez, je ne sais plus, une amende qui était ridicule, de l'ordre de 2000 euros. Et donc en fait, c'est totalement incitatif. Alors autant dire, ne le faites pas, vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait qu'en revanche, les condamnations, quand les choses ne sont pas respectées, soient beaucoup plus importantes. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur votre démarche d'enquête. Vous livrez en fait, vous vous livrez vraiment à un véritable travail d'enquête. Vous posez des hypothèses, vous les testez en les confrontant aux faits, vous collectez des données, vous en tirez des conclusions. C'est un vrai, vous mettez en place un vrai protocole scientifique. Quelle différence vous faites entre votre travail de journaliste d'investigation et celui d'un géologue, d'un chercheur ou même d'un sociologue? On travaille avec eux. La différence, c'est qu'on va faire le lien, le pont entre, entre tous ces chercheurs et ces domaines, et c'est eux qui vont nous former, collaborer avec nous pour justement enquêter davantage. On reste dans notre couloir de nage d'investigation, et il se trouve que dans notre couloir de nage, il y a des scientifiques qui vont nous aider sur la toxicité, sur l'épidémiologie, sur les statistiques, etc. Et c'est eux, en fait, qui font... c'est grâce à eux qu'on arrive à gravir les échelons de notre investigation. Donc nous, on n'est ni scientifiques, ni lanceurs d'alerte, mais on travaille avec des scientifiques et avec des lanceurs d'alerte. On fait en fait le rôle d'un média. Le média, c'est le moyen d'eux. Nous, on essaie de faire ça. D'accord. Et justement, alors dans la BD, on voit qu'au terme de cette enquête et de cette collaboration avec les experts, vous parvenez donc à démontrer que le plomb continue de faire des ravages et à démontrer aussi, enfin vous parvenez aussi à organiser une grande réunion entre toutes les parties prenantes, les victimes, les avocats. Vous parvenez à inviter aussi des journalistes des télévisions locales. Finalement, on voit que c'est à ce moment-là que le problème devient un problème public, un problème médiatisé, que l'opinion publique s'en empare. Votre travail, il aurait presque plus pu s'arrêter là. Pourquoi continuer ensuite votre enquête une fois l'opinion publique mobilisée? Parce que ce qui nous intéresse, c'est l'impact. Et donc, on a un peu changé la chronologie habituelle des documentaires d'investigation. Très souvent, j'ai travaillé à Cache Investigation pendant 5 ans, on fait une grande enquête et on dit rendez-vous lundi à 20h30, vous allez voir ce que vous allez voir. Et nous, on s'est dit, en fait, ça c'est hyper intéressant, c'est encore légitime, mais souvent quand je bossais à Cache Investigation, je recevais des messages qui me disaient, mais maintenant on fait quoi? Ah, c'est super votre histoire, mais on fait quoi maintenant? Et nous, on voulait faire cette investigation, dire rendez-vous lundi à 15h ou à 18h pour vous présenter tous les résultats de notre enquête. On invite tout le monde, les médias concurrents, on s'en fiche, il n'y a plus de sujet, c'est une démarche d'information publique. Et ensuite, on prend un pas de côté, on prend un pas de recul et on regarde ce qui change ou ce qui ne change pas. Et toute cette période d'impact, on va l'intégrer dans le documentaire aussi, ou dans la bande dessinée en l'occurrence, parce qu'on veut raconter comment des gens s'emparent de ça. Et c'était important pour nous de montrer que face à une démonstration clinique, parfois un peu pessimiste et froide, d'un scandale sanitaire et environnemental, il y a des gens qui s'en emparent et qui font un peu bouger les lignes. Donc c'était important pour moi de créer une sorte de solution avec l'impact. Et c'est pour ça qu'on a décidé de changer. Et on s'en fiche si les infos sont déjà sorties. Moi, je m'en fiche, en fait. Je ne me bats pas après avec ça, même si M6 dit que c'est leurs infos, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que ce qu'on a fait serve à quelque chose. Et ça, c'est important pour nous. Donc que les médias s'en emparent, concurrents ou pas, je m'en fiche. Au contraire, je trouve ça super.
Et alors, mais du coup, justement, donc vous, votre objectif, c'est d'avoir un impact et de voir comment les gens vont se saisir de ce problème. Mais on sent aussi une dimension peut-être un peu militante, du coup. Quand est-ce que s'arrête, en fait, le travail de journaliste d'investigation et quand est-ce que commence celui de militant? Le travail, on m'a souvent dit, est-ce que vous êtes un journaliste militant ou engagé? Moi, je me considère comme un journaliste engagé. Je vais vous expliquer pourquoi. Un journaliste militant est un journaliste qui part avec un point de vue biaisé, qui ne va pas forcément aller voir les personnes en face, le contradictoire, et qui va prendre très souvent, malheureusement, comme argent comptant, ce que des militants vont lui dire. C'est pas un gros mot hein, d'être militant, mais c'est pas le même travail qu'un journaliste. Un journaliste engagé, tel que moi je le conçois et l'équipe, c'est qu'on va mettre à disposition du public des médias, quels qu'ils soient. Encore une fois, on est France Télévisions à l'époque, mais ça peut être TF1 ou M6, on s'en fiche. Euh, et on va s'engager pour donner au public une information qui va avoir du sens et qui peut avoir de l'impact pour elle. Donc il y a une sorte d'engagement quasiment de service public là-dedans. Euh, Toutes les enquêtes que nous faisons, on considère les lanceurs d'alerte ou ceux qui se nomment les militants avec le même recul critique que les industriels ou l'État qui va nous parler. Ça, c'est vraiment un objectif qui est hyper important. Et la science, pour nous, les prélèvements scientifiques, sont une sorte de troisième voie entre des gens qui vont vous dire c'est tout pollué, on est tous malades, on a tous un cancer à cause de ça, et l'industrie qui va vous dire on ne fait absolument rien ou si peu. Bah, l'investigation scientifique neutre, c'est-à-dire qu'en fait les prélèvements qu'on fait, ça aurait pu être des militants, mais ça aurait pu être aussi l'entreprise qui les fait. Donc euh, la réponse scientifique, l'analyse scientifique, elle est pas discutable. Elle n'est ni militante ni industrielle. Quand vous avez plusieurs analyses qui sont réalisées qui montrent la même euh, contamination au plomb dans différents lieux et que vous trouvez également dans les végétaux du plomb, etc., à plein d'endroits, c'est que voilà, c'est qu'il y a un souci et le souci il est factuel. Donc c'est pour ça que j'aime bien cette démarche scientifique qui nous permet dans la question environnementale et sanitaire d'avoir en fait un peu plus de neutralité, même si au final, effectivement, notre démarche, elle est, bah oui, il faut l'assumer, elle est quand même engagée sur le fait que la situation n'est pas normale et que clairement, j'en veux plus en tant que citoyen et en tant que père de famille à Glencore aujourd'hui que aux gens qui subissent la situation. Donc c'est normal aussi. Alors, justement, pour revenir sur l'existence de preuves scientifiques, les dangers du plomb, ils sont quand même connus depuis les années 80. Oui. Des habitants de la région avaient déjà intenté des poursuites judiciaires dès les années 90. L'enquête date de 2021. Comment est-ce que vous expliquez ce décalage temporel entre un fait et sa dénonciation? Parce que ce sont des pauvres. Euh, Ce qu'on a découvert, ce que moi j'ai découvert, je ne vais pas vous parler d'analyse théorique, etc. C'est empirique ce que je vais vous raconter. Après 14 numéros de Vers d'orage, pardon, et près de 15 ans d'investigation environnementale, ce que je remarque, c'est que dans les zones les plus pauvres, on ajoute toujours de la pollution à une situation qui est déjà précaire. Pour plusieurs raisons, très souvent parce que ce sont des zones où il n'y a pas forcément une possibilité de se défendre de manière juridique, mais aussi parce que dans ces zones-là, les gens ont une tendance à être, pardonnez-moi l'expression, mais à moins gueuler. Et donc, ce qu'on a vu au fil des années, et c'est très vrai dans le cadre de Vers de rage, les enfants du plomb, pour intenter une procédure juridique, il faut déjà savoir qu'on a le droit de faire ça. Pour intenter une expertise, il faut savoir qu'on peut faire une expertise de ces sols. Pour se renseigner auprès de l'ARS, etc., il faut avoir le bagage culturel, l'habitus pour le faire. Il faut aussi être en mesure de le faire simplement d'un point de vue de temps, quand vous bossez à l'usine ou que vous êtes dans, je sais pas moi, assistante quelque maternelle, où vous n'avez pas forcément ce temps nécessaire. Donc dont on s'est rendu compte, c'est que dès qu'il y a des zones qui se gentrifient un petit peu, vous avez des nouvelles populations qui arrivent, un peu plus avec un bagage culturel pédagogique plus important, et c'est elles qui vont être souvent les leaders
d'une nouvelle contestation. C'est un peu ce qu'on a vu sur place. Mais les gens s'étaient habitués à cette situation. En fait, il y a une sorte de renoncement. Il ne faut pas oublier qu'il y a très peu de complots dans la vraie vie. Il y a beaucoup de renoncements, il y a beaucoup d'habitudes. Et là, c'était vraiment devenu une habitude. C'est triste, hein, mais c'est un peu comme ça. Et pour aller plus loin, la pollution, elle n'est pas à Lille ou à Hénin-Beaumont. C'est pas la ville la plus riche de France, mais elle est à Évin-Malmaison. Quand j'enquête sur les polluants éternels, la pollution, elle n'est pas à Lyon, elle est à Pierre-Bénite, dans la banlieue populaire. Quand j'enquête sur l'industrie du pétrole, la pollution, elle n'est pas au Havre, dans les quartiers cossus, elle est du côté de Gonfreville, pardon. Donc ça, je pourrais vous en donner plein des exemples comme ça. Et en fait, moi, si j'ai voulu aussi faire ce livre-là, c'est que je me suis retrouvé face à une phrase qui m'a hanté, d'une mère de famille qui est venue me voir et qui m'a dit vous savez, une fois qu'on avait exposé toutes nos révélations, si on habitait à Neuilly-sur-Seine, ça ferait longtemps que la cour de nos écoles serait nettoyée. Et vous êtes face à ça et vous vous dites je crois qu'elle a raison. Et ça, c'est intéressant de réfléchir aussi à ça. Je ne dis pas qu'il y a une ségrégation environnementale. Je dis simplement qu'aujourd'hui, l'environnement est devenu un facteur d'inégalité forte en France. Oui, puis on entend aussi que la capacité à contester, peut-être à s'engager, elle est aussi déterminée socialement, en fait, par des variables sociodémographiques. Je voudrais revenir aussi sur une scène quand même assez marquante, on en a déjà un peu parlé, mais je voudrais revenir dessus. C'est la scène de l'Assemblée générale des actionnaires, où effectivement les patrons, ils sont présentés voilà, d'une certaine manière. Il y a un portrait assez peu flatteur, on peut le dire. Mais encore une fois, comment expliquer j'ai entendu le problème de la réglementation, mais si on se met à la place de ces personnes, comment expliquer qu'ils parviennent sans aucun remords à vous répondre que ce n'est pas leur responsabilité, etc. Mais parce que s'ils entrouvent la porte d'une responsabilité, ça veut dire des sous derrière, ça veut dire un potentiel règlement, et en fait tout est lié à cela. On a un peu forcé le trait sur le dessin, la caractérisation, l'illustration des patrons de Glencore, mais on n'est quand même pas si loin que ça. C'est-à-dire qu'en fait, des entreprises comme Glencore qui ont autant de dossiers éthiques, ils ont eu des procès liés à de la corruption, à des pollutions dans le monde, il n'y en a pas tant que ça. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ça se passe, le contraste est saisissant entre les lacs suisses et la richesse de Glencore et la situation sur place. Si vous voyez, ça ne peut pas vous laisser indifférent, c'est impossible. Pourquoi et comment ils en sont arrivés à se sentir autant irresponsables de la situation, c'est qu'au bout du compte, ils sont persuadés d'être irresponsables. Ils sont persuadés que ce n'est pas eux, mais que c'était le patron précédent ou l'entreprise, la multinationale qui détenait avant Glencore. Ils sont persuadés qu'ils ont fait les choses bien. Il ne faut pas oublier que Glencore a été traité de patron voyou à l'époque. Par Chirac, il a quand même, Jacques Chirac a inventé cette expression à l'occasion de Glencore qui, en gros, part dans la nuit, quoi. Que Jacques Chirac, qui n'était pas non plus le plus communiste d'entre nous, soit obligé de sortir cette expression. Ça vous raconte le niveau d'impunité de cette multinationale. J'ai rien contre eux, Glencore. D'ailleurs, j'ai encore une action chez eux, puisque ça peut me servir pour les assemblées générales, pour y accéder. Je vois que l'action n'est pas en grande forme. J'ai pas beaucoup d'actions, j'ai que des actions pour avoir accès à des assemblées générales. Mais c'est très intéressant de voir comment ce groupe-là, pour moi, est anachronique de la question de la responsabilité sociale et environnementale qui traverse quand même beaucoup de multinationales dans le monde. Oui, alors justement, est-ce que vous avez, peut-être lors de vos enquêtes, pu rencontrer des patrons de multinationales qui s'engagent effectivement dans des démarches de RSE, de responsabilité sociale et environnementale, sans pour autant être taxés de greenwashing?
je me rappelle avoir fait une grosse investigation sur le téléphone portable et on avait prouvé qu'un sous-traitant qui s'appelait Wiko, qui faisait des téléphones portables dans les années 2015-20, je ne sais plus trop où ils en sont aujourd'hui, travaillait, mais ce n'était pas le seul, travaillait avec une usine chinoise qui employait des enfants. On avait filmé les enfants, on avait interviewé les enfants, on avait vu les conditions de travail, etc. Et on était allé voir ce monsieur, dont j'ai oublié le nom, qui dirigeait Wiko à Marseille. Et lui, il avait été très ému et très touché par nos révélations. Et du jour au lendemain, il avait arrêté de travailler avec cette usine-là. Ça, c'est ni du ethic washing, ni du greenwashing, ni de ce que vous voulez. Et j'avais trouvé ça très important, très intéressant. Ça mettait aussi... Et là, ce qui est assez intéressant, c'est que c'était le seul patron qui n'était pas conseillé par des groupes de communication, par un gros service de communication ou par des agences type Publicis, etc., qui sont des agences spécialisées en termes de crise, de période de crise. Et j'ai trouvé ça intéressant, le type avait parlé avec son cœur, etc. Il y en a d'autres, des patrons, oui, qui font bien leur travail, qui font progresser les choses, et il faut aussi le souligner. Je considère que ce n'est pas mon travail. On dit souvent qu'il y a un journaliste pour 10 communicants dans le monde, 1 ou 9 communicants, je ne sais plus. Il y a les communicants pour parler des trains qui arrivent à l'heure, et ils ont raison, c'est leur travail. Nous, notre travail, c'est plutôt de parler de ceux qui n'arrivent pas à l'heure, pas gratuitement, mais juste parce qu'ils ne sont pas arrivés à l'heure à cause de conditions, à cause des rails qui sont en mauvais état, ou à cause de la pression sociale des conducteurs, ou des violences qui ont été faites, je ne sais pas. Mais en tout cas, il ne faut pas juste qu'on dénonce les trains qui arrivent en retard, mais essayer de comprendre pourquoi. Donc ce n'est pas forcément à moi de faire ce travail-là, mais je trouve ça très bien qu'il existe. Et tant mieux si nous, on peut aussi inspirer des entreprises à faire mieux, c'est parfait. Je sais qu'il y a plein d'entreprises qui ont fait mieux suite à la dénonciation de scandale. Nike, dans les années 90, a été pris dans un scandale de child labor, de travail d'enfants. Et derrière, ils ont dû vraiment revoir entièrement leur chaîne de production. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est les plus bienveillants de toutes les multinationales, mais en tout cas, ils ont progressé sur cette question-là. Donc tant mieux. Et pour revenir sur la question des polluants éternels, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question peut-être de déficit d'innovation dans la recherche d'autres sources de matières premières et dans le traitement des déchets? Parce qu'on entend que voilà, une entreprise qui utilise le travail des enfants, bon, il faut arrêter d'utiliser le travail des enfants, mais est-ce que on ne manque pas un peu de moyens pour avoir une croissance vraiment soutenable et des énergies plus propres? Est-ce qu'il n'y a pas peut-être un déficit d'innovation aussi qui expliquerait Certainement. Je serais bien incapable de vous répondre sur cette question-là parce que ce n'est pas le cœur de mon travail. Ce que je peux vous dire, c'est que sur les polluants éternels, il y a eu très longtemps des nouveaux, ça s'appelle les PFAS. Il y a eu des nouvelles formes de PFAS qui sont censées être moins dangereuses que les précédentes. Il y a des controverses sur est-ce que c'est le cas ou pas. J'entends aussi la question de l'industrie, c'est-à-dire en fait à force de faire des sujets comme cela, on ne va plus rien produire en France, on va tout délocaliser, etc. Simplement, dans le cas des PFAS, c'est faux, parce que les PFAS, c'est une pollution de riches. C'est une pollution qui n'a lieu quasiment que dans les pays riches. Et il y a très peu de hotspots de PFAS dans les pays pauvres. Donc on ne pourra pas la délocaliser, cette pollution-là. On a réussi à délocaliser les pollutions pour les poubelles. Ce n'est pas nous qui les gérons, c'est la Turquie maintenant. Ça a été la Chine très longtemps. Il y a plein de pollutions qu'on a réussi sur les déchets nucléaires. On a réussi aussi à l'envoyer ailleurs que dans nos frontières. Mais sur les PFAS, je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie d'une vraie réflexion de réglementation et d'innovation. J'ai vu que l'Union européenne avait lancé des nouvelles pistes pour la compétitivité au sein de l'Union, tant mieux. C'est vrai qu'on voit le travail réalisé par Donald Trump en termes d'innovation sur l'intelligence artificielle. Il faut aussi que nous, en Europe, on ne se sente pas à la traîne, mais c'est une vraie question d'innovation soutenable. Il faut qu'on arrive à pousser vers là, c'est sûr. Et alors, à la fin de la BD, donc bon, aujourd'hui on a eu de nouvelles révélations, mais à la fin de la BD, on découvre que les victimes n'obtiennent pas réparation
ni de la part de l'entreprise, ni de la part de l'État, ou en tout cas qu'on a juste des actions un peu saupoudrées comme ça des collectivités territoriales de dépollution un peu ponctuelle. Du coup, après, vous avez poursuivi votre enquête. Est-ce que c'est ça qui a permis d'aboutir à une action de l'État? Non, notre enquête elle était terminée, mais on a poursuivi notre attention envers D'accord. ce sujet-là. On n'a plus refait de prélèvements, Mhm. mais nos prélèvements, les résultats de nos prélèvements, de nos analyses scientifiques, ont été versés au dossier. Mhm. Et, visiblement, ça, plus la pression médiatique aussi de montrer qu'en fait, c'était pas uniquement 80 requérants, donc 80 familles, mais il y avait une attente sociétale plus importante autour de ce jugement, a fait qu'en tout cas, ils ont gagné en appel. Mhm. Ils ont gagné en appel, ils ont perdu en première instance, on le raconte, devant le tribunal administratif de Douai. Ils perdent en première instance les habitants, mais ils vont gagner aussi, en appel, en sachant que l'État a fait appel. Donc ça va se jouer en cassation. On ne sait pas encore si la condamnation va être définitive ou pas. Mais voilà, c'est assez étrange que l'État fasse appel de cette décision pour le coup. C'est un peu une insulte pour les 80 requérants qui se demandent mais pourquoi l'État, alors que pour le coup il y a une faute clairement de l'État sur le contrôle des émissions de plomb pendant des dizaines d'années, fasse encore appel et c'est pas du tout bien pris là-bas sur place. Donc elle est là, du coup, la faute de l'État, c'est le déficit de contrôle de la pollution de plomb et pas tellement le fait d'avoir laissé l'entreprise s'échapper, quoi. Non, bah non, non, ça c'est pas caractérisé juridiquement malheureusement. Non, non, c'est le manque de contrôle et le fait de ne pas avoir remédié aux pollutions constatées. D'accord. C'est une mise en danger de la vie d'autrui. Je ne sais pas si c'est une mise en danger de la vie d'autrui, mais c'est quelque chose comme ça. Et alors votre BD, donc elle est lauréate du prix lycéen Lire l'économie. Comment est-ce que vous expliquez ce succès auprès des jeunes? C'était le public visé. Ouais. Du coup, vous êtes plutôt Je suis content, ravi. j'imagine. Je suis ravi, c'est exactement l'objectif, de pouvoir toucher notamment les plus jeunes. Je pense que la BD est accessible. Ça fait 15 ans que j'essaie de faire de la vulgarisation scientifique, donc je pense qu'on commence à être pas mauvais sur comment raconter des choses assez dures en termes de toxicologie, de contamination, de pollution, avec des seuils. C'est pas évident tout ça. Donc là, c'est chouette qu'on ait réussi à vulgariser tout cela et à se faire comprendre notamment par les lycéens. Je crois que la mécanique de l'investigation doit les intéresser aussi, parce que pour moi c'est évident, mais j'ai voulu raconter avec Sébastien Piquet, le co-auteur, on a voulu raconter aussi les coulisses en fait, de tout cela, comment ça se passe, qui nous met des bâtons dans les roues, est-ce qu'on y arrive, comment on fait, quel prélèvement, avec quel scientifique, ça nous coûte combien, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. Tout ça c'est intéressant et je pense qu'il y a quelque chose qui fait que la BD rencontre un succès assez chouette auprès des jeunes. Et quel message vous voudriez faire passer à ces lycéens qui lisent ce type de BD, qui lisent l'économie? Ils auront sans doute un rôle à jouer plus tard dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous voudriez leur faire passer comme message? Alors leur rôle au sein de l'entreprise, je ne suis pas sûr, mais je leur dis souvent la même chose quand je fais des interventions dans les lycées et les collèges aussi. C'est que je leur dis souvent que dans la vie, on a deux pouvoirs. On a son bulletin de vote, qui est un pouvoir important qu'il ne faut surtout pas sous-estimer. J'ai suffisamment fait le tour du monde pour m'en rendre compte et c'est quand même une des premières libertés qu'il ne faut vraiment pas négliger. Et le deuxième pouvoir, qui est un peu plus étonnant, lui, c'est le portefeuille. À chaque fois qu'on fait un acte d'achat, on fait un choix de société, on fait un choix de consommateur, on fait un choix de citoyen aussi. Et donc, ça veut dire que voilà, il faut se poser des questions quand on est lycéen. J'ai été lycéen et je me rappelle aussi de ce temps-là, sur la question de la consommation, de téléphone, de vêtements, d'argent qu'on va pouvoir donner à une multinationale plutôt qu'à une autre, pourquoi on prend des Nike plutôt que des Adidas, au-delà du fait que ce soit la mode. Euh, Chaque acte d'achat a des conséquences. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut leur mettre le poids du monde sur les épaules, mais c'est pas anodin en fait. Et voilà, garder ça de garder ça en tête, c'est important. Au sein de l'entreprise, je me garderai bien de donner des conseils à chacun, mais tant mieux si ça les a un peu sensibilisés sur la question
des impacts environnementaux et sanitaires d'une industrie qui est mal régulée. Oui, et puis vous faites le lien du coup avec une notion importante du programme qui est notamment la consommation engagée. Voilà. Je ne savais pas, parfait. Bah voilà. Et finalement, vous avez une autre BD en préparation? On discute, ouais, on discute avec Michel Lafon sur une potentielle suite, ouais, absolument. On a rien de signé, rien n'est engagé, mais ouais, j'aimerais bien moi, me retravailler autour d'une nouvelle enquête, ouais, absolument. D'accord. Bon, bah, on lira ça Ouais. avec impatience. Voilà. Avec Merci. plaisir, merci à vous. Merci.